Ils veulent construire un monde de robots. Quant à l'accord signé sur le nucléaire iranien magnifique de guerre constituée. Nation France. Si votre langue Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Passe l'Info. Aujourd'hui, nous consacrerons l'actualité nationale avec la remise en liberté d'un escroc qui a coûté des milliards aux Français. Et vous verrez que sa double nationalité n'est pas anodine à sa libération. Allez, j'en dis pas trop, je laisse un petit peu de suspense. Dans l'actualité internationale, quant à elle, sera dédiée au Venezuela qui connaît des attaques de toutes parts. Et après vos brèves en images, la vidéo de la semaine. Mais avant de commencer, je vous laisse regarder cette petite vidéo où malheureusement les journalistes français sont poussés à aller voir ailleurs. Comment se fait-il que Frédéric Tadei, je vais commencer à parler de moi à la troisième personne tellement j'ai l'impression qu'on parle d'un autre, est obligé pour faire ce qu'il a fait pendant 10 ans totalement librement sur France Télévisions et avec beaucoup de succès. C'est ça que vous devriez me dire dans Ce Soir ou Jamais. Pourquoi est-il obligé de le dire aujourd'hui, d'aller le faire aujourd'hui sur une chaîne russe? C'est ça le problème des médias français. C'est pas le problème de moi. Oh là là, par qui est-il payé? Le problème, c'est que vous n'avez plus de vrais débats à la télévision française et que ça n'a l'air de gêner aucun journaliste. Ça m'étonne. Moi, ça m'embête. Si on me propose de le faire aujourd'hui avec une totale liberté, je peux inviter qui je veux, faire ce que je veux. Le jour où il y aura des débats sur la Russie, je vous garantis qu'il y aura des pro-Poutine parce que j'en ai toujours invité, ce qui n'est pas le cas de mes collègues. On n'invite jamais les pro-Poutine, vous remarquerez, dans les débats sur la Russie. Moi, je les invitais et j'invitais aussi évidemment des anti-Poutine et je les inviterai sur Russia Today. Ils pourront dire ce qu'ils veulent, vous vous rendez compte? C'est ça que vous devriez saluer. À partir de maintenant, sur Russia Today, les anti-Poutine pourront dire librement ce qu'ils pensent. Je vous envie d'avoir l'impression que nous, occidentaux, nous pratiquons un journalisme impartial, totalement à une altitude extraordinaire, sans jamais aucun préjugé, aucun parti pris. On enquête, on passe les auditions de Benalla sur France 24, on est les champions de la démocratie, on est des journalistes, nous on fait de l'information et tous les autres, absolument tous les autres, font de la propagande. Les autres sont les agents, les relais de tyrannie ignoble. Mais quelle mauvaise foi. Actualité nationale, comme je le disais en titre, le casse du siècle et la remise en liberté d'un franco-israélien. Le Passe l'Info national de cette semaine a voulu se pencher sur ce qui est plus qu'un fait divers et qui a peu d'écho dans les médias. Gérard Chétrit, peu connu du grand public, a été condamné à 8 ans de prison et 10 millions d'euros d'amende au mois de mai dernier dans le volet le plus spectaculaire de l'escroquerie dite à la taxe carbone. Le 3 septembre dernier, il a été remis en liberté. C'est ce qu'on a appelé l'escroquerie du siècle. Rien que ça. Une fraude express entre 2008 et 2009. À l'époque, les industries doivent payer un droit à polluer, la taxe carbone. Et ce droit, les sociétés l'achètent sur un marché financier. Sauf que des escrocs vont en profiter via des sociétés bidons à l'étranger. Ils vont acheter et revendre cette taxe carbone sans reverser la TVA au fisc français. En un an, 1,6 milliard d'euros évaporés. À l'origine, une poignée d'hommes franco-israéliens assez doués pour monter des sociétés écrans. Que l'État aura perdu gros dans l'affaire. Il faut se rendre compte que pour la fraude à la TVA, on en récupère à peine 1%. C'est de l'argent de l'État, quoi. C'est notre argent. Cette escroquerie a coûté aux Français la bagatelle de près d'1,7 milliard d'euros seulement. Chétrit était incarcéré depuis près de 2 ans et demi. Ce franco-israélien a pu quitter libre la prison de Meaux-Choconin alors qu'il était convoqué le jour même devant la cour d'appel de Paris pour l'examen d'une demande de mise en liberté. Considéré comme l'un des cerveaux de l'arnaque au CO2, il avait fait appel de sa condamnation le 2 juillet dernier. La justice avait 2 mois pour le convoquer et examiner sa demande de mise en liberté, explique un haut fonctionnaire. Mais bizarrement, il a été convoqué par la cour d'appel de Paris au dernier jour des 2 mois de délai imparti. Alors qu'il a été extrait de sa cellule le 3 septembre dernier pour être conduit devant les magistrats de la cour d'appel, Chétrit refuse de monter dans le fourgon cellulaire prévu pour le conduire devant le tribunal. Il disposait d'un certificat médical attestant qu'il était malade dans un fourgon et qu'il devait être transporté dans un véhicule particulier, précise l'un de ses avocats. Il a attendu toute la journée qu'on vienne le chercher, mais aucun véhicule particulier ne s'est présenté. Comme nous étions au dernier jour de sa convocation, dans le cadre de l'examen de la demande de mise en liberté, il a donc été automatiquement libéré le jour même. Une situation scandaleuse provoquée par des maladresses à plusieurs niveaux, commente une source judiciaire. Chétrit fait désormais l'objet d'un contrôle judiciaire lui interdisant de quitter le territoire français et l'obligeant à se présenter 2 fois par semaine dans un commissariat de Marseille.
Par ailleurs, pour tenter de rattraper ces erreurs, la justice a formé un pourvoi en cassation. Reste à espérer que ce franco-israélien ne prendra pas la poudre d'escampette pour se rendre en Israël, car à coup sûr là, la justice française ne pourra plus lui mettre la main dessus. Rappelons tout de même que l'entité sioniste n'extrade pas ses ressortissants. Il est à noter que cette affaire d'escroquerie qui a vu le jour sous l'ère Sarkozy constitue jusqu'à présent le plus gros casse que la France n'ait jamais connu. On parle même des liens très forts entre les cerveaux et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Pour plus de détails, je vous invite à consulter le site de Mediapart qui a consacré une enquête explosive. Petit rappel des faits. On a appelé ça la mafia du CO2. La mafia du CO2 et l'affaire dite du CO2 ou des quotas carbone, pour le dire rapidement, c'est tout simplement la plus grande escroquerie que la France ait jamais connue de toute son histoire. Toute une camarilla d'escrocs ont réussi en moins de 8 mois à détourner dans les poches de l'État, c'est-à-dire dans les poches de ceux qui nous regardent et tous ceux qui payent des impôts, au bas mot 1,7 milliard d'euros. Mais dans le sillage de cette affaire financière, il y a eu des gens qui ont été refroidis. Au moins 4 ou 5 cadavres liés directement ou indirectement aux acteurs, à l'argent, aux intrigues du CO2. Et puis on a découvert des liens particuliers, on va dire, avec certains policiers. Et puis on a découvert un État totalement aveugle, négligent, peut-être même complaisant vis-à-vis de cette fraude pourtant historique. Et de fil en aiguille, avec Dove et le quotidien Haaretz, on a découvert des liens entre certains des acteurs principaux, notamment l'un d'entre eux, vous l'avez cité tout à l'heure, Arnaud Mimran, avec l'actuel Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou. Alors ce sont des rapports amicaux, de vacances, de connexions familiales, de déplacements, de voyages, mais aussi financiers. Depuis donc à peu près 3 mois, le Premier ministre israélien en est aujourd'hui, je parle sous le contrôle de Dove, à sa 4e version quant à ces rapports entre Arnaud Mimran, cerveau présumé du CO2. 4 versions différentes d'un chef de gouvernement, ça veut dire qu'il a menti au moins 3 fois. Je lisais Mediapart et j'ai vu cette photo, mais c'était un collage que j'ai vu. Hein, donc il y avait, on l'avait mis en petit. En petit. Et je me dis... Mais, la photo qu'on a vue tout à l'heure, oui, des vacances. Voilà, et je me dis, donc ça faisait partie d'un collage d'Arnaud Mimran avec différents personnages. Et je me dis, attendez, cet homme en rouge, là, ce n'est pas mon Premier ministre. Et j'agrandis, parce que je n'avais pas la photo encore, je me dis, mais c'est pas possible, je n'ai jamais vu Netanyahou comme ça. En fait, en 2011 ou 2012, je ne sais plus, un célèbre journaliste israélien qui travaillait pour la chaîne Channel 10, qui s'appelle Raviv Drucker, avait révélé un document assez stupéfiant qui était une sorte de carnet secret rédigé par Benjamin Netanyahou lui-même, qui était le carnet de ses grands donateurs aux 4 coins du monde. Et dans ce carnet qui ne manque pas de surprises, que Dove a récupéré, on découvre que pour la France, il y a 4 noms, ou plus précisément, il y a 3 noms, dont un prénom. Et le prénom, c'est Arnaud, à côté duquel il y a un numéro de téléphone. Et avec Dove, on s'était dit, mais t'imagines si ce Arnaud, c'est Arnaud Mimran, et il se trouve bien sûr que je ne dirai pas comment, on arrive à obtenir notamment une facture téléphonique qui démontre, noir sur blanc, que ce numéro est celui d'Arnaud Mimran. Ce qui veut donc dire que depuis au moins 2002-2003, Arnaud Mimran, qui est le seul à être noté dans ce carnet sous son seul prénom, Arnaud, ce qui en dit déjà très long sur la proximité entre les deux hommes, fait partie de ses plus grands donateurs de par le monde, et ce qui vient donc nuancer les démentis de Netanyahou, qui aujourd'hui dit qu'il n'a reçu d'Arnaud Mimran que 40 000 $. Je pense qu'il n'y avait pas vraiment l'idée de dire c'est un grand scandale, il faut absolument qu'on arrête ça. Apparemment, l'État au début, la police, la justice, a reçu ces nouvelles stupéfiantes, ces chiffres incohérents presque, tellement c'est grand, avec une sorte de flegme. Petit à petit, le système est apparu. C'est-à-dire ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un épisode, ce n'est pas un roman, parce que c'est un système qui est mafieux, c'est un système où les politiques, les criminels, les policiers aveugles, et bien d'autres sans doute encore, dansent autour de ce magot sans que personne ne vienne les déranger. Alors que l'État
savait beaucoup sur la réalité et les risques monumentaux qu'il y avait pour le contribuable sur cette fraude, a mis un temps inouï à agir, je l'ai dit, soit par négligence coupable, soit par complaisance, je n'ose pas imaginer par complicité. À Bercy, des gens me disent que c'est en fait 3 milliards qu'on a perdu. En réalité, on ne sait pas officiellement combien l'État français, c'est-à-dire les citoyens français, les contribuables, ont perdu dans cette arnaque qui aujourd'hui fait couler du sang et fait trembler des gouvernements étrangers, au moins un gouvernement étranger. Actualité internationale, le Venezuela menacé. Depuis le début de cette saison de Passe l'Info, nous avions traité dans l'actualité internationale de la question palestinienne, de la Syrie, et pour ce numéro, il nous a semblé important de parler du Venezuela. Alors que toutes les tentatives pour faire chuter le gouvernement légitime de Nicolás Maduro ont lamentablement échoué, l'empire américano-sioniste semble désormais se diriger vers une intervention extérieure. C'est ce qui explique probablement la déclaration de Luis Almagro, secrétaire général de l'Organisation des États d'Amérique, l'OEA. En effet, alors qu'il se trouvait en voyage en Colombie voisine, ce dernier avait annoncé que pour renverser le régime de Nicolás Maduro, il ne fallait exclure aucune option. Rappelons que le prétexte utilisé pour cautionner un éventuel coup de force, en l'occurrence les crises économiques et migratoires qui sévissent au Venezuela, a été récemment dénoncé par l'ONU qui a déclaré qu'elles étaient liées au blocus et aux sanctions économiques imposées par les États-Unis et l'Occident. En effet, un rapport onusien élaboré par l'expert indépendant Alfred Maurice de Zayas, publié le 30 août 2018, considère que pendant ces 60 dernières années, des guerres économiques ont été livrées contre Cuba, le Chili, le Nicaragua et la République bolivarienne du Venezuela pour faire échouer leurs économies et faciliter le changement de régime. Dans le cas du Venezuela, Zayas assure que les effets des sanctions imposées par les présidents Obama et Trump et les mesures unilatérales prises par le Canada et l'Union européenne ont aggravé directement et indirectement la pénurie de médicaments et des retards dans la distribution des aliments. L'expert qualifie ces mesures de crimes contre l'humanité et c'est pourquoi il suggère de faire une enquête appropriée sur l'ingérence internationale au Venezuela. Venezuela straightened out. I want the people to be safe. We're going to take care of Venezuela. Okay, we're going to take care of Venezuela. What's happening in Venezuela is a disgrace. If he's here, if he wants to meet, I don't. It was not on my mind. It was not on my plate. But if I can help people, that's what I'm here for. All options are on the table. Every one. The strong ones and the less than strong ones. Every option, and you know what I mean by strong. Every option is on the table with respect to Venezuela. Le secrétaire général de l'Organisation des États américains, jadis appelé ministère des colonies de Washington, tente ainsi de renouer avec le temps où les États-Unis faisaient la pluie et le beau temps en Amérique latine et essaient d'isoler Caracas à l'échelle du continent. Il n'est pourtant un secret pour personne que Almagro, dont la résidence permanente se trouve à Washington, a pour mission, très bien rémunérée, de déstabiliser les gouvernements sud-américains qui ne se soumettraient pas à l'ordre impérial. Une action qu'Almagro a ouvertement ou secrètement entrepris contre le Venezuela, mais aussi contre la Bolivie, l'Équateur, le Nicaragua et d'autres nations. Déjà, je pense qu'il faut se demander en quel nom parle le secrétaire général de l'OEA, puisque ces déclarations à l'emporte-pièce, sans avoir été validées par l'Assemblée générale de l'Organisation des États américains, est une claire violation de la charte de l'organisation de cet organisme supranational, et notamment de ses articles de 108 jusqu'à 120. Donc déjà, M. Almagro agit plus comme un militant politique que comme le secrétaire général qu'il est, et qui est astreint à respecter l'organisation de son organisme. Dans un deuxième temps, finalement, on voit bien que la pression militaire autour du Venezuela ne fait que s'amplier, ne fait que croître, n'est-ce pas? Notamment par rapport au prétexte de l'émigration. Mais finalement, on voit bien que ce n'est qu'un prétexte, puisque cela ne fait que renforcer les informations qui sont déjà sorties via Reuters l'année dernière ou le New York Times il y a quelques jours, qui montrent bien que les États-Unis et ses alliés dans la région envisagent une action militaire contre ce pays souverain qu'est la République bolivarienne du Venezuela.
En définitive, nous voyons bien que le Venezuela continue d'être dans le viseur US et qu'il continuera de l'être tant qu'il refusera de se soumettre et d'offrir gracieusement ses réserves pétrolières aux Américains. Cela ne semble guère effrayer ses dirigeants, à commencer par le premier d'entre eux, Nicolás Maduro, qui a ouvertement commenté la sortie médiatique de Luis Almagro en déclarant « Si vous dites que le Venezuela doit être envahi, préparez vos fusils, nous vous attendons ici ». Maduro finit par qualifier le leader de l'OEA de déchet appartenant à la décharge de l'histoire. Donald Trump detén la agresión contra Venezuela. Venezuela es una base fundamental de estabilidad de todo el Caribe, de América del Sur. Si Venezuela fuera desmembrada, si la revolución bolivariana fuera golpeada hasta el punto de llevarnos a tomar las armas, nosotros combatiríamos nuevamente con la misma bandera e iríamos más allá de nuestra frontera. Piénsenlo bien, los estrategas de los Estados Unidos. Venezuela está en disposición de vivir en paz, de vivir tranquilamente. Cesen en sus agresiones y ojalá, siempre hay que tener por delante la buena intención. Pido la bendición de Dios, soy practicante cristiano, católico, pido la bendición de Dios. Ojalá esta palabra algún día tuviera algún efecto positivo para que cesaran en sus agresiones los órganos de poder en Estados Unidos y particularmente mi mensaje va al presidente Donald Trump. Cese en su agresión a Venezuela, cese en su interventionnisme en América Latina. Et tout de suite, vos brèves en images qui débuteront avec ceci. En 2009, un câble diplomatique du département d'État américain donna un des premiers aperçus d'une alliance montante entre Israël et les pays arabes du Conseil de coopération du Golfe. Le câble citait Yaakov Hadas, un officiel du ministère des Affaires étrangères israélien. Les Arabes du Golfe croient dans le rôle d'Israël à cause de la perception qu'ils ont des relations étroites entre Israël et les États-Unis. En effet, ce câble est on ne peut plus d'actualité. Mardi 25 septembre, les représentants des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, de Bahreïn, du gouvernement démissionnaire du Yémen et des États-Unis se sont réunis avec le chef du Mossad, Yossi Cohen. Cette réunion s'est faite dans le cadre d'une campagne intitulée 2018 Uniting Against Nuclear Iran Summit, qui a eu lieu en marge de la 73e Assemblée générale des Nations unies à New York. La Russie livrera d'ici 15 jours des systèmes antiaériens S-300 à l'armée syrienne afin de renforcer ses capacités de combat dans le cadre du drame de l'avion russe. Des missiles syriens ont abattu la semaine dernière par erreur un Ilyushin russe. Le drame a fait 15 morts. L'armée syrienne visait des F-16 israéliens qui bombardaient un dépôt d'armes destiné, selon Israël, au Hezbollah. Сирийским вооруженным силам в течение 2 недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300. Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 километров и одновременно поражать несколько воздушных целей. En octobre 2016, un groupe de défense antiaérienne de système S-300 V4 a été déployé pour étendre la zone de contrôle de l'espace aérien dans la partie orientale de la Syrie et écarter la possibilité d'attaque de l'aviation ennemie contre l'aérodrome de Meymin et la base de Tartouz. Ce système avait été rapatrié en Russie. Il reviendra donc en Syrie. Selon Philip Even, médecin pneumologue radié en 2016 de l'Ordre des médecins, les antidépresseurs sont dangereux et inutiles dans la plupart des cas. Il est le co-auteur de Dépression antidépresseur, le guide. Selon lui, beaucoup de gens ressentent le spleen, le mal-être, la mélancolie, qui ne sont pas des maladies, mais plutôt des réactions aux conditions de vie qui leur sont faites, parfois dans leur famille ou leur travail. Mais l'industrie pharmaceutique va profiter de ces maux avec une puissance de frappe supérieure à toutes les autres industries. La banalisation des antidépresseurs est l'œuvre, selon Philip Even, des laboratoires pharmaceutiques. Le point de départ, c'est les grandes firmes de l'industrie pharmaceutique. Il y en a 8 ou 10 qui se font chaque année 100 milliards de dollars de ventes. Et si les médecins en prescrivent, c'est qu'ils n'ont pas toutes les informations, estime-t-il. Il déclare « Les médecins n'ont pas le temps de s'informer. Ils lisent ce qu'on leur dit et ces publications sont entièrement financées par l'industrie pharmaceutique elle-même. » Dans ce livre, il y a à peu près 1 millier d'articles anglo-saxons, essentiellement américains, qui ont été analysés. Et les résultats sont totalement concordants. Il faut bien comprendre ce qui s'est passé.
en 30 ans, la situation des gens en France, leur façon de vivre, d'avoir des relations entre eux, etc., c'est réellement dégradé. Plus peut-être en France que dans d'autres pays occidentaux, plus encore. Alors, sentiment de mal-être, d'être abandonné, de solitude, de ne pas recevoir les soutiens familiaux, professionnels ou sociétaux qu'on peut espérer. Tout ça crée une situation de mal-être qui retombe sur la tête de qui? Des femmes. Parce que les femmes faut quand regarder les choses en face. Hein. Elles travaillent parfaitement dans le domaine professionnel et en plus, c'est elles qui portent les enfants, les élèves, les suivent, etc. C'est conséquence, 4 fois plus de dépression chez les femmes, 4 fois plus de tentatives de suicide chez les femmes. Si les scientifiques découvrent chaque année des gènes liés au processus de vieillissement dans l'organisme humain, des études globales ont prouvé que la longévité ne dépend pas seulement de la génétique. Voici quelques conseils prouvés par la science qui ne sont pas à ignorer. Moins vous mangez, plus longtemps vous vivez. Ça peut paraître étrange, mais 2 groupes de recherche indépendants, un dans l'État du Wisconsin et l'autre au Centre national du vieillissement à Dickerson, ont lancé 2 expériences visant à étudier l'impact d'une nourriture pauvre en calories sur les macaques. Le meilleur résultat a été enregistré chez ceux qui ont commencé à suivre le régime pauvre en calories en atteignant l'âge adulte. Dans le même temps, ceux qui étaient mis au régime depuis leur enfance n'ont subi aucun changement. Restez à jeun. Des spécialistes américains recommandent de rester de temps en temps à jeun. Selon leurs dernières études, renoncer parfois de la nourriture améliore les processus d'échange énergétique dans les cellules. 150 minutes de sport par jour. Mener un mode de vie actif et marcher sont des moyens efficaces pour vivre plus longtemps, affirment des scientifiques canadiens de l'université de McMaster. Ils ont basé leurs recherches sur un échantillon de 130 000 personnes issues de 17 pays. Et pour finir, faire des études. La longévité peut dépendre aussi du niveau de formation. Ainsi, chaque année d'études ajoute à l'individu 11 mois d'existence. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre tout au long de la semaine sur notre blog, notre YouTube et sur notre page Facebook. À la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, passez l'info. Every day in Yemen, children are starving, children are dying because of the level of violence and its consequences.